bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, donc en compagnie de mes invités. Nous allons parler aujourd'hui d'intoxication alimentaire. C'est une chose qui peut arriver à tout le monde, même si on fait très attention. Donc pour en parler, nous recevons Dr Kartoubi Insaf Nafissa, donc maître assistante en hydrobromatologie à l'Institut national de santé publique et du ministère du Commerce. Nous recevons Sami Qoli, donc qui est directeur général de la régulation et de l'organisation des activités et la promotion des exportations. Et nous recevons, bien entendu, donc pour les consommateurs, il faut bien les protéger. Nous avons Hassan Mnowar, donc vous êtes président de l'Association nationale de la protection des consommateurs, Al-Aman. Et bien entendu, l'incontournable aujourd'hui, tu vas nous parler donc de tout ce comment on peut se soigner naturellement. Wahida, merci d'être nous. Merci à vous. D'abord, bonjour tout le monde et surtout merci d'avoir répondu présent pour participer à cette émission. Je commence par vous, donc, docteur Kartoubi. Dites-nous un petit peu quels sont tous les facteurs qui peuvent mener à une intoxication alimentaire. Donc, tout d'abord, bonjour Myriam, bonjour à tous. Merci pour l'invitation et pour le choix du thème, parce qu'on a plus fréquence à parler des intoxications alimentaires en période estivale. C'est vrai, c'est un problème qui est lié à la saison estivale, mais c'est un problème rencontré tout au long de l'année. Donc, merci d'avoir abordé ce thème et d'aborder le thème des maladies liées à l'alimentation, en fait, parce qu'il est bien établi que l'alimentation saine et nutritive est le déterminant majeur de la santé. Mais cette alimentation doit aussi satisfaire un bon niveau d'hygiène pour éviter l'intoxication alimentaire. Et donc, avant tout, il faut définir aux citoyens c'est quoi une intoxication alimentaire. En fait, l'intoxication alimentaire, c'est une maladie, c'est une infection humaine qui est due à l'ingestion d'un aliment contaminé, soit par un agent chimique ou bien par un agent biologique. C'est vrai. Il y a une différence. Voilà, il y a une différence parce que fréquemment on parle des intoxications dues à l'ingestion d'aliments contaminés par un agent biologique, les bactéries, les virus, les parasites et tout, mais il existe une autre intoxication qui est due aux agents chimiques. C'est vrai que l'effet des agents chimiques n'est pas immédiat, c'est-à-dire sur le long terme. On ne va pas avoir des gastroentérites tout de suite et tout, mais c'est sur le long terme, exactement. Donc c'est après accumulation de petites quantités des agents chimiques. On peut citer l'exemple des familles des phytosanitaires, par exemple les pesticides. Nous avons aussi les métaux lourds, nous avons aussi les nitrates qui se retrouvent dans les eaux. Alors les nitrates, ce sont des fertilisants des terres qui vont se précipiter dans les nappes phréatiques et ils vont se retrouver dans les eaux de consommation. Tout ça, c'est un flux mondial. Ils vont causer des maladies à long terme, des maladies qui sont plus graves que les gastroentérites et les diarrhées, sauf que ce n'est pas immédiat. Donc, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. On va parler des intoxications des aliments, quels sont les aliments les plus dangereux. Exactement, voilà. Alors, on va parler aujourd'hui des intoxications liées aux agents biologiques. Donc, les bactéries, les virus, les parasites et les moisissures et tout. Donc, c'est des affections humaines dues à la gestion des aliments contaminés par ces éléments biologiques. Et en fait, le problème, c'est quand cette affection est collective. Donc, il y aura plus de 2 personnes qui seront malades, qui sont intoxiquées, qui ont mangé le même repas. Et on parle de toxi-infection alimentaire collective. Donc, bien en fait, TIAC, l'abréviation qu'on connaît le plus, TIAC. Ça peut subvenir dans les cantines, ça peut subvenir aussi pendant le walimat, mariage, dîner, tout ce qui s'ensuit. Les foyers les plus connus, c'est les regroupements familiaux, dans 51% des cas. On a les cérémonies, 26% des cas, c'est les foyers les plus connus. Et aussi, on a les cantines, la restauration collective, donc des restaurants 10%, les cantines des enfants, les cantines au travail et tout. C'est en fait la restauration collective qui est le foyer le plus connu des TIAC, c'est des toxi-infections alimentaires collectives, et qui sont définies par l'apparition d'au moins 2 cas similaires qui ont des symptomatologies en général digestives. Donc, c'est pas tout le temps, l'intoxication alimentaire ne se traduit pas tout le temps par des symptômes digestifs, diarrhée, vomissement. Il y a aussi des symptômes neurologiques. Il faut savoir qu'il y a d'autres symptômes.
Et deux cas similaires donc ça suffit. peut venir même aussi à la maison. Hein, donc Exactement, bien sûr. On a dit 51% sont dans les familles, hein, c'est à la maison. Okay. Donc similaires qui se rapportent aux même origine alimentaire ou bien hydrique. Par exemple, 2 personnes ont consommé la même boisson ou 2 personnes qui ont consommé le même repas. Sauf à l'exception du cas du botulisme. Là où il y a un seul cas suffit pour déclarer l'alerte ou bien pour déclencher l'épidémie, parce que c'est très dangereux, ça peut induire directement à la mort, le botulisme. Donc, vous avez, oui on sait très bien que la plupart du temps, on essaye de se soigner à la maison ou généralement, on ne va pas chez le médecin. Voilà. Donc, l'erreur que nous faisons, et en fait, après, ça fausse tous les chiffres, il faut le savoir, ça. Oui, oui. Alors, en fait, les intoxications alimentaires sont de façon générale bénignes. Il y a des diarrhées qui disparaissent spontanément chez les personnes saines. Juste une douleur d'une journée. Normale, voilà, douleur d'une journée. Donc, on a tendance à se traiter et prendre une automédication à la maison. Alors, on conseille aux citoyens d'aller au médecin et de prendre le remède que le médecin donne. Des fois, l'intoxication est grave et ça demande une antibiothérapie directement. Hein. D'accord, donc ne pas hésiter. Déjà, pour la bonne prise en charge, il faut aller au médecin et aussi pour la déclaration, parce que les TIAC ou bien les oxy-infections alimentaires collectives sont des maladies à déclaration obligatoire. Donc le médecin, il doit remplir une fiche de déclaration qu'il doit l'envoyer au CMEP, à l'INSP et au ministère pour recenser les taux des intoxications et pour prendre les mesures. Voilà. Par exemple, arrêter la commercialisation de ce repas qui était à l'origine de cette intoxication, pour déclencher une investigation épidémiologique, pour garder le repas témoin. Tout ça doit se faire. S'il n'y a pas eu de déclaration, comment on pourra déclencher tout ça? Il faut aller au médecin. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, en coulisses, on discutait, on disait que les chiffres ne sont pas vraiment exacts. Il y a une sous-déclaration, exactement, voilà. Parce que les gens, premièrement, ont tendance à s'auto-médiquer à la maison. Et deuxièmement, les médecins libéraux, ils prennent en charge très bien les intoxications, mais ils ne remplissent pas la fiche de déclaration qui doit être envoyée au ministère de la Santé et à l'INSP. D'accord. Donc, si vous permettez, on ne sait pas à quel moment on peut aller voir un médecin, parce que ça nous est tous arrivé à un moment dans notre vie, mais on ne sait pas quelle est la limite pour aller voir. On se dit, tiens, là, c'est dangereux, je dois aller voir un médecin. Oui, alors déjà pour les intoxications diffèrent d'un germe à un autre. Le début des symptômes diffèrent. Par exemple, pour le staphylocoque, les symptômes apparaissent après 1 à 6 heures. C'est très rapide et c'est très dangereux. Pour la staphylocoque, il n'y a pas de fièvre, mais il y a des diarrhées aiguës. Donc, ces diarrhées aiguës nécessitent la visite du médecin. Pour d'autres germes, il existe la fièvre pour les salmonelles et tout. Donc, la fièvre, déjà, nécessite une prise en charge chez le médecin. Hein. Ça peut être grave. Dès qu'on a les premiers symptômes, on doit aller consulter. Donc, c'est pratiquement dans tous les cas, en réalité. Oui, oui, c'est vrai que ça peut se guérir spontanément par une bonne réhydratation, par des règles hygiéno-diététiques, ne pas prendre les aliments crus ou bien des aliments qui vont accentuer les vomissements ou bien les diarrhées. Mais il est préférable qu'on aille au médecin, voilà, pour déclarer et pour avoir une bonne prise en charge. Monsieur Sami Kouli, donc vous êtes au ministère. Dites-nous exactement quelles sont au quotidien donc les actions que vous menez pour pouvoir éviter toutes ces intoxications et surtout imposer l'hygiène, donc qui est réellement la source de ces maux. Tout d'abord, merci pour l'invitation et à travers Canal Algérie, je lance un bonjour à toutes les familles qui nous regardent et un petit coucou aux vénards qui sont en vacances. Oui, il y en a qui le sont. Faites très attention à ce que vous consommez. Pour le ministère du Commerce, nous avons commencé à nous intéresser sérieusement aux intoxications alimentaires depuis 2007, où nous avons mis en place certains mécanismes et des dispositifs pour le suivi des intoxications alimentaires. Ce qui nous aide énormément pour la prise de décision, bien sûr, que ce soit au plan réglementaire ou en termes de plan d'action que nous élaborons chaque année et que nous donnons à nos agents qui sont sur le terrain. Donc vous avez combien d'agents ? Nous avons 10 000 agents qui essayent d'encadrer le marché. Mais il n'y a pas que le contrôle des produits alimentaires. Il y a les pratiques commerciales, les pratiques anticoncurrentielles, c'est-à-dire c'est un corps pluridisciplinaire qui essaye tant bien que mal de faire
au mieux son travail, et surtout qu'ils sont mobilisés depuis 2020. Ils n'ont même pas eu une période de repos digne de ce nom depuis le Covid. Et là, nous avons aussi acquis certains réflexes et une certaine expérience qui nous permet aujourd'hui de réagir et d'être réactifs sur le terrain. Pour les intoxications alimentaires, on a pris un peu de recul depuis 2007 parce que nous avons aujourd'hui un travail qui se fait en collaboration avec l'Agence sécurité sanitaire qui est sous la tutelle de la présidence de la République pour essayer d'élaborer une cartographie des intoxications alimentaires. Très bien. Cette cartographie, bien sûr, va être focalisée sur les régions, parce qu'on parle aussi d'un pays continent où nous avons des pics de température et si on ne respecte pas la chaîne de froid, c'est là où nous avons le plus de cas. Je peux dire qu'il y a par exemple une région où chaque année, les cas sont plus importants que les autres régions. Et ça serait la région Vous avez Blida, Djelfa, non, Sétif beaucoup moins. Non, beaucoup moins. Beaucoup moins, oui. Et généralement, c'est des zones qui sont connues pour des pics de chaleur. Et là aussi, nous allons faire ces analyses par rapport à la météo enregistrée durant ces périodes. Ça, c'est un travail d'analyse. Et il y a aussi le suivi quotidien, parce que c'est une maladie à déclaration obligatoire. Et là, nous avons un comité national qui est présidé par le ministère de la Santé et dont nous sommes membres actifs. Nous travaillons quotidiennement ensemble, que ce soit l'administration centrale, c'est-à-dire le ministère de la Santé à travers la Direction générale de la prévention ou avec l'INSP, où nous analysons de notre côté tous les phénomènes de consommation à travers lesquels il y a ces cas. Et je peux vous dire que parmi les infractions les plus relevées, le défaut d'hygiène est classé en première place. Je donne un exemple pour 2022, pour les 10 mois, puisque nous avons un bilan que nous analysons à chaque fois. Nous avons relevé plus de 36% des infractions. C'est les défauts d'hygiène qui ont été constatés, que ce soit dans les restaurants, les fast-foods et même la restauration collective. Maintenant, il y a le phénomène des fêtes familiales, où c'est les cas les plus importants, où nous avons enregistré jusqu'à 50% de cas, surtout l'été. C'est vrai que 2020, il n'y a pas eu de fête, 2021, beaucoup moins, mais 2022, nous avons enregistré des cas. Bon, c'est vrai que beaucoup moins qu'avant, parce que là aussi, il y a un encadrement, il y a un suivi, même des salles des fêtes et de ce qu'on appelle communément restaurant familial où nous organisons ce type de dîner ou de déjeuner. Là, nous sommes regardants et nous appliquons un dispositif nouveau qui a été pris en 2017, c'est le décret sur l'hygiène, qui fixe les règles d'hygiène. Pour toute activité liée à la restauration, petite ou grande. Très bien. Et nous avons aussi aujourd'hui un guide en phase d'élaboration pour la restauration collective et qui va être publié durant le premier trimestre 2023. Chaque année, vous rencontrez beaucoup d'infractions? Oui, alors, vos agents oui. rencontrent beaucoup d'infractions? Malheureusement, le défaut d'hygiène est inscrit en première place. Tous les efforts aujourd'hui sont focalisés sur cette infraction et 2023 sera l'année de la formation puisque c'est une obligation à travers le décret et la période transitoire est terminée. Maintenant, que ce soit un fast-food, ce qu'on appelle aussi 4 saisons en Algérie, la restauration classée, la restauration ordinaire, la restauration collective, tous les intervenants doivent justifier d'une formation par rapport aux règles d'hygiène et le respect des règles d'hygiène. Nous avons entamé ces formations avec les chambres de commerce et d'industrie, puisque c'est l'espace qui va nous permettre d'accueillir le plus de professionnels et aujourd'hui l'adhésion à ces espaces est obligatoire. Et bien sûr, le comité national présidé par le ministère de la Santé va nous accompagner dans cette tâche puisqu'il va y avoir des professionnels qui vont donner certains cours
qui relèvent un peu de la santé publique, et nous, tout ce qui est lié aux pratiques commerciales pour essayer d'éviter ce type d'infraction d'abord, mais aussi de limiter, de réduire les intoxications alimentaires. Monsieur Mnowar, alors dites-nous, Hassan Mnowar, président de l'association nationale El Aman, dites-nous au quotidien quelles sont toutes les réclamations que vous recevez, quelles sont toutes les plaintes que vous relevez, on va dire, au quotidien. Écoutez, il faudrait savoir qu'en tant qu'association des consommateurs, d'abord, on reçoit beaucoup de plaintes. Et tant mieux. Parce que je dirais, c'est ça, c'est le baromètre, c'est notre baromètre pour savoir ce que l'Algérien commence à être conscient. Il commence à avoir cette culture de consommation qui commence d'abord par la culture de dénonciation. Parce que nous, on le dit, et c'est ce qu'on fait dans nos campagnes de sensibilisation, même maintenant, ce que je fais maintenant, là, à travers la télévision Canal Algérie, pour dire aux familles, aux individus, que le fait de trouver un problème qui peut poser un incident pour la santé publique, ne l'évitez pas vous seulement. Il faudrait le faire éviter à tout le monde. Donc ça, c'est un esprit de citoyenneté et de solidarité. Donc si moi je trouve qu'un produit est périmé et qui est en train de se vendre dans un commerce, non seulement je dois commencer d'abord par le commerçant lui-même, et je dois rester là-bas. Donc je ne bouge pas tant qu'il n'a pas évacué tous ces produits de l'étalage de son commerce. Et s'il ne le fait pas... C'est un geste citoyen. C'est un geste citoyen. Et s'il ne le fait pas, on va devoir commencer à appeler devant lui et le ministère du Commerce et les associations des consommateurs et le maillon qu'on oublie toujours, le bureau communal d'hygiène. Oui, c'est vrai qu'on a tendance à... Oui, on a tendance à l'oublier, alors que c'est un maillon qui est très très important dans la sécurité sanitaire des aliments. Et bien sûr, évidemment, si ça ne marche pas, on a les services de sécurité qui sont répondants à ces plaintes. C'est une plainte parce que c'est une plainte d'un acte qui pourrait porter atteinte à autrui. Voilà, donc on reçoit beaucoup de plaintes et on bouge très rapidement parce que quand il s'agit d'un phénomène qui pourrait être apporté un danger, on doit agir. Même si on ne bouge pas de nos bureaux, par téléphone, on commence par appeler les inspecteurs du commerce. Maintenant, on a ce réseau, et tant mieux, parce qu'on travaille quand même amicalement et qui agissent parfois très rapidement. Voilà, mais je dirais maintenant, pour rejoindre un petit peu ce que disait M. Kouli, ça m'a fait plaisir, j'avais réagi, c'est la formation. Parce qu'on a beau parler de ce phénomène et de cette grande problématique de santé publique, et si on n'a pas la sensibilisation d'un côté, et puis la répression, et puis la formation. Et la formation, voilà. M. Kouli doit peut-être se souvenir, c'était au temps de M. Bertiblaï, où on avait fait cette proposition, qu'il fallait former, qu'il fallait rendre la formation obligatoire, légalement obligatoire. C'est-à-dire qu'un commerçant, vous savez qu'un commerçant qui est dans le fast-food, dans la restauration, en général rapide ou pas rapide, il doit présenter aux agents du contrôle non seulement le registre commerce, mais des certificats médicaux de son personnel. Oui, et nous, on a demandé à ce qu'il y ait un troisième document, c'est l'attestation de formation. Et ce n'est pas une formation très délicate, c'est une formation qui pourrait durer 1 semaine, 3 jours, 4 jours, pour former cet agent qui nous donne de la nourriture, d'abord être propre. Voilà. Être propre dans ses mains. Moi, j'aime parfois utiliser des exemples pour choquer un peu les esprits, dire qu'il y a certains qui préparent à manger qui ne se lavent pas les mains du tout. Oui, effectivement. Pour ne pas dire autre chose, mais ils ne se lavent pas du tout les mains. Donc là, leur apprendre déjà l'obligation de se laver les mains. Et puis avoir une tenue propre. C'est l'obliger avec une formation. Parce que nous, parfois, on leur en veut, mais en réalité, quand on leur parle, même moi, quand je leur parle comme ça, ou même les membres, quand ils leur parlent, ils sont étonnés, ils se disent, ils viennent de quel monde ceux-là? Pourquoi je suis bien, je suis propre comme ça, où est le problème? Mes cheveux, non, mais... En fait, c'est ce manque de formation qui fait cette ignorance. Ils touchent à l'argent, après ils touchent à manger. Quand on leur parle, ils disent, mais vous êtes où? Non, mais on est où? On est dans cette belle Algérie, on mérite d'avoir ce niveau, ce haut niveau dans la consommation, donc il manque de formation. Donc un agent, enfin plutôt un employé, qui a subi une formation et puis qui ne respecte pas, celui-là, il mérite d'être sévèrement sanctionné. Parce que maintenant, il le sait. Il y a quand même une prise de conscience. Justement. Le Covid
nous a beaucoup aidé à instaurer certains réflexes. Des réflexes qui n'étaient pas acceptés par tous. C'était difficilement acceptable au début. Oui, la désinfection, la fameuse serpillière que personne n'acceptait, ainsi de suite. Aujourd'hui, quand même, il y a cette évolution qu'on peut constater sur le terrain. Non, mais mis à part ça, mais on a quand même des enseignes qui nous font plaisir. Exactement. Alors, juste pour dire qu'il y a des exemples qu'on voudrait montrer, même en tant qu'association des consommateurs. Très bien. On aime bien parler de ces beaux exemples. Monsieur Mnowal, je vais vous montrer. On va voir ensemble donc, cet exemple. Nous avons suivi dans son travail donc, une équipe du service d'hygiène et c'est un sujet proposé par Farida Ben Slem. Voilà, on regarde et on revient. À l'instar de la restauration traditionnelle, la restauration rapide, dite fast-food, est soumise aussi à respecter certaines normes, telles que l'hygiène. Certains restaurateurs passent pourtant à côté et ne respectent même pas les règles de base. Résultat, viande avariée, légumes pourris, saleté dans les cuisines et la liste est longue. Les défauts d'hygiène, c'est très très fréquent, surtout pour la restauration. La restauration rapide. La restauration rapide et la restauration complète. Dans les deux cas, on trouve c'est fréquent le défaut d'hygiène. C'est de vérifier les 5 M, si on peut dire les 5 M. C'est le milieu, la matière première, c'est la main-d'œuvre. Tous les agents de contrôle de la qualité et répression des fraudes sont équipés de cet appareil et d'autres appareils qui nous indiquent soit pour contrôler l'huile, soit pour contrôler le sucre, soit le taux de sucre, soit pour contrôler la température, tel que le thermomètre avec infrarouge. Donc tout produit fabriqué ou préparé dans un resto est soumis au contrôle à base de, c'est-à-dire par des services de contrôle bien sûr, dotés de matériel sophistiqué. Tant qu'il est vert comme ça, c'est correct. Quand il vire vers l'orange, c'est douteux, et vers le rouge, c'est une huile à détruire. Pour lutter contre ces infractions liées au respect des normes sanitaires, les services de l'hygiène tentent de contrôler avec assiduité. Un contrôle périodique est mis en place. Vérifier l'état des viandes et des denrées alimentaires fait partie de leur quotidien afin de protéger le consommateur et d'éviter les intoxications alimentaires. Aujourd'hui, on est en contrôle de routine. Donc, c'est une brigade qui travaille toute la semaine. On commence notre travail. Ça commence par l'état d'hygiène général, la chambre froide, l'estampillage de la viande, les frigos, les tenues. C'est pour protéger le consommateur et en même temps pour protéger aussi, c'est-à-dire et pour arrêter et stopper toute intoxication au niveau des prestataires de services tels que les fast-food surtout, la restauration et au niveau aussi des hôtels et tout. Des efforts qui ont donné des résultats satisfaisants après que les agents de contrôle de la fraude et de la qualité relevant de la direction du commerce ont intensifié leur sortie d'inspection autour des commerces concernés, tels que les boucheries et les fast-foods, en vue de protéger la santé publique et de surtout sensibiliser les commerçants quant à l'importance de l'hygiène. L'hygiène, le service, la qualité. كروسه قاريت خدمت شي عندهم عجبني كلش نقيش شفت شوا هكذا هما لابسين انتيك ليغون صوالح بزاف باش حبسنا عنده سينو ما نشريش عليه لوليدي انا سورتو وليد صغير عندنا تروا كاليتي تاع ليجيان لاكوي لا كاليتي هذوما يتبعوا في لا ريستوراسيون لي برودوي نخدمين اورد لا كويزين بعد كي نكمل الخدمه نحطهم في الفريكو كلش او فروا لا فيوند او فروا اي حاجه تروح للفروا كاين الفروا اللي تاع لا فيوند والفروا تاع لي برودوي ليتشي باغ اكزومبل شوفوا عندنا 3 فريكو واحد سي بور لا فيوند واحد بور لي ليغوم لوطر سي بور لي برودوي ليتشي
يجي الخدام نقولوا له النظافه تاعو هو والنظافه تاع الحانوت غادي قبل ما يبدا يخدم نقررهم فيها على يحافظونا على ماشي نخافوا لي كونترول ولا حاجه نخافوا حنا الكونسوماتور باسكو حنايا نحافظوا ماذا بينا نكسبوا الزبائن بزاف. Les campagnes de sensibilisation et l'information restent le moyen qui permet de faire connaître aux citoyens les meilleures pratiques à adopter pour garantir l'innocuité des aliments qu'il va consommer et éviter ainsi les risques d'un réel danger. Voilà, c'était un sujet fait par Farida Ben Muslim. Et je vous rappelle le numéro de téléphone. Donc, si vous voulez nous appeler, poser des questions ou faire quelques petites réclamations à propos de produits qui sont peut-être en direct, pourquoi pas. Donc, vous nous appelez au 021 23 98 91. Monsieur Mnouar, je continue avec vous parce que je crois que c'est vraiment un sujet qui vous tient réellement à cœur. Non, mais je suis d'abord ravi parce que je viens de voir, c'est bien, parce qu'on voulait, même en tant qu'association des consommateurs, donner ces exemples à suivre et à faire suivre. Mais bon, il faudrait aussi dire la vérité. La vérité, elle est aussi un peu amère parce que malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui respecte ces règles d'hygiène et ces règles de professionnalisme dans la restauration. Oui. L'Algérie est grande. L'Algérie, ce n'est pas les grandes villes. C'est vrai. Moi, je fais beaucoup de routes. J'arrive jusqu'à Bourj Bedji Mokhtar, jusqu'à Ingzam. Et je vois une autre réalité, malheureusement. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur les 1541 bureaux d'hygiène dans les communes. Parce que même si on a un grand territoire, notre territoire il est divisé quand même en 1541 autorités qui sont facilement gérables. Parce qu'un bureau d'hygiène dans une commune a l'obligation de faire assurer donc de faire appliquer la réglementation et de faire aussi le travail secondaire que font les agents du commerce. Donc on ne doit pas compter que sur les agents du commerce. J'irai même plus loin. On a même appelé les services de sécurité à agir, parce que nous avons des services de sécurité qui travaillent sur la sécurité routière pour protéger la vie des personnes. Mais même la sécurité sanitaire des aliments, c'est aussi protéger la vie des citoyens. Donc on doit tous s'y mettre, y compris bien sûr nous les associations, y compris tout le monde. Donc par esprit de citoyenneté, c'est tout le monde qui doit bien regarder, bien observer, bien connaître, parce que nous on a tendance à tout connaître en mécanique, en électronique, en politique, en foot, en football, beaucoup. Mais quand on va manger, on mange n'importe quoi. Moi je suis parfois triste, pour ne pas dire écœuré, triste de voir des familles, surtout pendant les vacances, on a dit avec leurs enfants, comme ça. Qui prennent, et puis ils sont d'un certain niveau quand même, hein, c'est des universitaires, mais qui s'arrêtent n'importe où pour manger n'importe quoi chez n'importe qui, préparer n'importe comment. Là, même parfois j'ai envie de m'arrêter pour leur dire qu'est-ce que vous faites là à vos enfants. Il y a des gens qu'on a interpellés, ils me disent on a faim. Mais écoutez, vous avez faim, la faim ne tue. N'a jamais tué personne. N'a jamais tué personne. Les enfants pleurent, qu'ils pleurent parce qu'ils ont envie de manger, au lieu que vous pleuriez vous-même parce que vous leur avez fait du mal. Donc ayant cet esprit de responsabilité et cette conscience, même on est responsable sur une famille. Je ne prends pas mes enfants manger n'importe où. Donc si je n'ai pas les moyens de prendre mon propre pique-nique correctement de chez moi, bien sûr correctement, bien conservé dans la voiture, mais je ne m'arrête pas pour manger chez un restaurant qui travaille 3 mois par an. Parce que ceux qui s'improvisent en tant que restaurateurs sur les routes des vacances, Normalement, ceux-là, on ne les encourage pas en s'arrêtant chez eux, en faisant même de la chaîne pour manger chez eux. Donc là, il y a une action commune à laquelle on doit tous s'associer. Donc, à commencer d'abord par nous-mêmes, les parents, qui devraient être responsables. Si on est parents, on est d'abord responsable sur une famille. Pour les pouvoirs publics, nous avons pris nos responsabilités. Pour les 9 mois de 2022, nous avons effectué 749 000 sorties sur terrain. Nous avons relevé 70 000 infractions, parmi lesquelles il y a 25 000 infractions liées au défaut d'hygiène. Ça reste très élevé. Le seul bémol, c'est que nous n'avons pas relevé de décès depuis 2020 liés aux intoxications alimentaires, alors qu'avant, on avait 5-6 décès par an. Oui. Mais depuis 2020, on n'a pas enregistré de décès. La nouveauté, comme vous l'avez vu à travers l'intervention de nos agents, c'est aussi la valisette, parce qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup plus avec le constat direct.
nous avons des équipements dans une valisette. Vous avez le thermomètre, on peut vérifier la chaîne de froid s'il y a eu coupure ou pas. Nous avons un mouchard aussi pour les frigos, pour les chambres froides. Et là aussi, il y a un grand travail qui a été fait, mais il y a aussi une prise de conscience. Voilà, ça c'est un travail que vous pouvez faire que vous. Donc le citoyen, lui, peut constater... Si le citoyen, à travers ces associations, aujourd'hui nous avons plus de 50 associations, dont 600 à caractère national, et il ne faut pas négliger le travail qu'elles font. Elles restent bien sûr dans leur position critique. Et oui, pour bousculer le confort des uns et des autres. Tout à fait. Parce qu'on ne peut pas se dire, ça y est, nous sommes arrivés. Avec les intoxications, il y a les maladies non transmissibles aussi. L'excès de sucre, l'excès du gras, du mauvais gras, du sel. Et là aussi, il y a un grand travail qui se fait. Mais je rejoins mon ami Mnawar, c'est cette culture de consommation qu'il faut inculquer. Et pour l'année 2023, ce sera l'année aussi de la protection du consommateur arabe. Et nous avons choisi comme thème le petit consommateur. On va mettre le paquet sur l'enfant. Ouais. À travers toute l'année, on va essayer d'inculquer cette culture de consommation. Permettez-moi aussi d'insister sur les campagnes de sensibilisation que nous organisons chaque année. Nous avons 2 grands rendez-vous. Le mois de Ramadan, oui, c'est le mois de la consommation. Oui, et je m'excuse, c'est le mois de tous les excès. Là, on met le paquet sur les intoxications alimentaires, bien sûr le caractère préventif, la lutte contre les maladies non transmissibles et le gaspillage. La saison estivale, nous mobilisons généralement des brigades à partir du mois de mai jusqu'à la fin, jusqu'à la rentrée sociale, la rentrée scolaire. Et là, nous avons des techniques, par exemple, aujourd'hui, des SMS. Exactement. Oui, jusqu'à 12 SMS par an. C'est le secteur qui fait le plus, avec la circulation routière et les services de sécurité. Oui. Tout à fait. Et nous avons les réseaux sociaux, nous avons des chaînes YouTube aujourd'hui, au moins une par direction de wilaya, par direction régionale. Nous avons nos pages Facebook. Il y a beaucoup de réactivité avec les consommateurs. Monsieur Kourli, il y a aussi la répression qui est un très bon moyen de sensibilisation. Parce que oui, très souvent, on voit la fermeture. Alors, pour les 9 mois, nous avons proposé 3600 fermetures de locaux. Et la majorité, c'est le défaut d'hygiène. On a vu aussi, à travers la télévision, qu'il y avait quand même pas mal de descentes policières, entre guillemets. On a vu même des grands restaurants qui avaient une certaine renommée, mais qui emmagasiné, qui stockaient leurs produits dans des conditions lamentables. Donc, c'est les réflexes aussi post-Covid. Nous avons continué à travailler en brigade mixte avec nos collègues de la santé et des services de sécurité et nos collègues de l'agriculture. Restera aussi à faire assurer le contrôle en amont, parce que c'est vrai qu'un restaurateur achète ses produits chez des producteurs, chez des commerçants. Donc, malheureusement, on parle du commerce, j'ai parlé des communes, des APC, mais il y a aussi des services agricoles. Parce que l'intoxication alimentaire, je crois que Madame va être d'accord avec moi, pourrait aussi être causée par un excès ou une surutilisation de pesticides, de produits chimiques, de fertilisants, des vétérinaires aussi qui ne font pas de contrôle convenablement au niveau des abattoirs et qui pourraient justement... donc là, pour dire que, pour un peu généraliser la responsabilité, donc la responsabilité elle est de la production jusqu'à l'assiette. On reviendra donc sur ce point. Nous avons Manel qui est en ligne. Donc elle nous appelle. Apparemment hier, elle a déjeuné avec ses amis, pas loin de son travail. Manel, vous êtes avec nous? Oui, bonjour. Bonjour Manel. Ça va, vous allez bien? Ça va, c'est à vous qu'on demande si ça va, si vous avez une intoxication. Un petit peu, sincèrement un petit peu. J'ai pas pu y aller au travail. Donc voilà. Je suis un petit peu malade, j'ai eu une intoxication alimentaire. Donc, on a mangé hier, on est sorti à midi au travail. On a mangé, donc on a mangé dehors. C'était une simple quesadilla avec du pâté et fromage, et voilà. D'accord. Donc, c'était pas dans un fast-food, vous avez fait... Non, du tout. Non, du tout. D'accord, très bien. Non, du tout. Donc, j'ai eu de la fièvre, diarrhée, vomissement, et j'ai de la fièvre aussi. Donc...
je me prête pour aller chez le médecin pour voir. Voilà, donc exactement, aller chez le médecin, comme ça déjà, vous serez parmi le nombre qu'on pourra comptabiliser pour l'année de 2023. 23. Voilà, donc on vous souhaite un prompt rétablissement, la baisse alik, Inch'Allah, et surtout, merci d'avoir participé et d'avoir partagé avec nous. Merci, et faites attention, merci. Donc, merci beaucoup. Pour nous interpeller qu'il y a certains produits, je parle en tant qu'association, l'Aman, oui. On voudrait même aller jusqu'à faire réduire la production de certains aliments qui ne pourraient être que néfastes à la santé. D'accord, j'imagine. Par exemple, on a fait plusieurs fois une demande, un cri, pour dire que la viande hachée, on devrait même l'interdire de vente, de commercialisation pendant l'été. Pourquoi ? Non seulement on continue à la voir chez des restaurateurs, dans des frigos, on ne sait même pas s'ils ne fonctionnent pas. Oui, déjà prête, elle est prête, mise en boule. Oui. Voilà. Oui. Et on voit aussi, par exemple, un consommateur qui a une petite conscience, il va chez le boucher, il n'achète pas ce qui est préparé. Il lui dit non, préparez-moi ma viande hachée, je la prends maintenant. Tout à fait. C'est interdit de vendre la viande hachée. Oui, c'est interdit. C'est strictement interdit. Non, mais croyez-moi, sur les, moi je l'ai vu chez des bouchers. Elle se vend avec un grand paquet. Donc en tout cas, excusez-moi, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas rencontré comme ça. Moi, je vous dis que elle est grande. Allez. Mais alors, ça se vend toujours. Alors même si on la prépare, et puis on met plus d'un quart d'heure ou plus de 20 minutes pour arriver chez soi. En plein été, quand il fait chaud. Et en plus, on a de ces citoyens qui mettent tous les aliments achetés dans le coffre de la voiture. Ils ne les mettent pas là aussi climatisé. Ils mettent tout avec les légumes. Et après, bien sûr, il y a les embouteillages. Il s'arrête pour prendre un café, il passe voir sa maman. Donc à la fin, il arrive chez soi. Ça la y est, la viande, même si elle était saine chez le boucher, arrivée chez lui, elle n'est plus saine et c'est une catastrophe pour la santé. Donc, les œufs aussi, donc bien sûr, les œufs qu'on voit, qu'on va commercialiser sur les bords de route, dans une camionnette. Ça aussi, c'est très dangereux. Donc, il y a quand même... Nous, on peut sanctionner le marché en tant que consommateur en s'interdisant d'aller vers ces commerces et d'acheter. Mais on n'est pas nombreux, on n'est pas aussi nombreux que ça à avoir cette conscience, à avoir cette culture de consommation. Et c'est là où on appelle que tout le monde doit intervenir. J'insiste beaucoup sur qu'il faudrait vraiment sévir. Il faudrait vraiment sévir parce que même si ça ne touche pas que la santé, ça touche aussi notre économie. Manel, qui n'a pas été à son travail aujourd'hui, c'est une perte économique. Et peut-être qu'elle ne va pas y aller pendant 3 jours. Elle va dépenser pour les médicaments. Elle va dépenser pour le médecin, pour les médicaments, la sécurité sociale. Tout ça, c'est dû à quoi ? C'est dû à quoi ? Parce qu'un commerçant qui a voulu gagner de l'argent rapidement sur le dos et de la santé publique et de l'économie nationale. Donc c'est pour cela que même s'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait, il reste encore beaucoup à réaliser. Exactement, c'est vrai. Vous savez, interdire c'est facile. Actuellement, il y a une approche chez nous. Le ministère du Commerce est là pour créer des activités commerciales, mais pas pour restreindre ni interdire. La formation dont je viens de parler, qui va devenir obligatoire en 2023, va régler ce type de problème. Mais là aussi, le consommateur doit se former aussi. Rôle à jouer, oui, à travers les associations, les actions que vous faites quotidiennement doivent intéresser plus d'un pour essayer d'éviter ce type de situation. Mais là aussi, nous avons d'autres solutions. Aujourd'hui, le plus commun des commerçants ne fait pas la différence entre nettoyage et désinfection. Oui, l'action physique, même l'action thermique. Même chez soi. Oui, même chez soi. Et là aussi, on doit s'investir dans ces créneaux, que ce soit à travers les médias lourds ou à travers les réseaux sociaux. Il y a pas mal d'actions qu'on peut entreprendre et qui peuvent nous éviter ce type de situation. J'ai oublié de ramener le flyer de sensibilisation contre les intoxications alimentaires qu'on a et qui dit même, donc chez soi, pour ne pas dire les femmes, même les hommes, comment ranger les aliments dans le réfrigérateur. Il y a des étages. Oui, c'est des gestes simples mais très bénéfiques. Comment justement désinfecter
tous les ustensiles de cuisine, la table de travail. Parfois, on utilise le même couteau pour deux choses différentes, parfois la même table. Et aussi comment mélanger les aliments. Parce que parfois, c'est nous-mêmes qui... C'est la rupture de chaîne de froid, c'est nous-mêmes qui cause la rupture. Comment congeler nos viandes. Exactement. Le maillon essentiel de protection contre les intoxications, c'est le consommateur aussi. Il ne faut pas compter sur les agents de commerce, que je rejoins vos avis. Il y a 5 étapes durant lesquelles on peut protéger l'aliment contre la contamination. C'est lors des achats, lors du transport, lors du stockage à la maison, de la préparation et même la gestion des déchets. Donc, lors de ces 5 étapes, on doit respecter les règles d'hygiène. Lors de l'achat, il faut avoir une conscience déjà, adopter la quantité d'achat selon nos besoins. Il ne faut pas gaspiller, remplir les frigos. Ensuite, on est obligé de consommer des produits qui sont périmés. Voilà, qui sont périmés, je conseille les mamans de faire un programme de menu hebdomadaire et d'acheter selon ce menu, au lieu d'acheter et de gaspiller et d'être obligé de consommer un produit périmé. Avoir une conscience à lire les étiquettes, à lire les dates de péremption et apprendre aux enfants surtout de lire les étiquettes, surtout si ils mangent aux cantines et tout. Il y aura des produits périssables, les yaourts et tout. Il faut qu'ils apprennent à lire les dates de péremption. Aussi, il faut adopter la marche en avant. On appelle ça la marche en avant, c'est-à-dire on commence par acheter des produits qui sont chauds, produits d'épicerie, produits conserve, et à la fin, on laisse à la fin les produits périssables, le lait, genre poisson, viande et tout. Très bien. Et on n'entrepose pas un aliment chaud avec un aliment frais. Pourquoi? Parce que l'aliment frais, le lait ou bien les viandes, contient déjà des bactéries naturelles. Si on va les mettre en source de chaleur, l'aliment chaud, par exemple, on va mettre le lait, les viandes avec du pain chaud et tout, on va accélérer la multiplication bactérienne qui se trouve dans la viande et tout. Donc, on va la contaminer nous-mêmes en entreposant mal les aliments. Il faut toujours séparer les aliments frais des aliments chauds. Ça, c'est pour ne pas rompre la chaîne du froid. Ensuite, en transportant, il ne faut pas perdre du temps lors du transport, ou bien mettre tout dans la malle, le chaud, le frais, le cru avec le cuit. Ça, on va même causer des contaminations, on appelle des contaminations croisées. Parce que les aliments frais, les viandes et tout, on va les cuire, on va tuer les bactéries. Contrairement aux aliments crus, les légumes, les salades, et là, on ne va pas les cuire. Si on va les contaminer avec les bactéries des aliments animaliers, et ben, on va manger directement des aliments crus contaminés. Ça, c'est la cross-contamination. À la maison, au stockage, déjà, à la maison, en rentrant, il faut se laver les mains. Il faut se laver rigoureusement les mains, maintenant avec les ongles et tout. Il faut même rincer 2 fois. Même avec la brosse. Oui, mais il y a des petites brosses pour les ongles. Ça, c'est dirigé aux mamans. Surtout pour les femmes enceintes qui sont un sujet vulnérable et qui risquent de choper le toxoplasme qui va causer la toxoplasmose, qui peut causer l'avortement du bébé ou bien des problèmes de cécité qu'on ne va pas détecter tout de suite, même à 6 ans à l'adolescence, c'est très dangereux. Il peut se cacher dans les ongles. Alors, dans les salades mal lavées, dans les fraises, tout ce qui est dans la terre, et même dans les steaks mal cuits et tout, parce qu'ils sont kystes, sous forme de kystes dans les viandes rouges. Donc, si on ne cuit pas bien les viandes rouges, on risque de choper le toxoplasme aussi. Alors, j'ai dit le déstockage à la maison. Il faut toujours ne pas entreposer les produits cuits et produits crus. Il faut, pour le réfrigérateur, il faut le nettoyer au moins 1 fois par mois. Pour le congélateur, 1 fois par an. Et l'entreposage, ça dépend du réfrigérateur. Il existe des consignes. Il y en a des réfrigérateurs qui sont par compartiment, plus frais en haut et ça redescend. Il y en a le contraire. Il faut bien le frigo, c'est dessiné, c'est gravé. Il faut respecter les détails. Donc le bac à légumes, c'est pour les légumes. Parce qu'ils sont crus, on ne peut pas les laisser, ils vont mûrir rapidement. Donc on les laisse dans le bac. Ensuite, nous avons les produits laitiers. Ensuite, on a dit, c'est plus frais en haut. Donc les viandes, les poissons, c'est en haut. Donc c'est la congélation ou on parle le réfrigérateur. Le réfrigérateur. Donc les viandes et les volailles, c'est dans le compartiment premier, le plus haut. Parce que la température est différente que le bas du frigo. Voilà. Au milieu, on met les produits laitiers et les œufs. Aussi pour les œufs, il y a un problème. Il ne faut pas laver les œufs avant de les conserver. Très bien, c'est une chose que dans nos réfrigérateurs, on a dans la portière, on a où conserver. Et là, on déconseille de conserver les œufs dans la porte parce qu'on a tendance à ouvrir et à ouvrir. Et les œufs ne supportent pas la déstabilisation de la température. Donc, soit on les conserve à la température ambiante, soit dans le réfrigérateur, mais dans le milieu, dans le compartiment du milieu. Et caché, s'il vous plaît. S'il y a comment les couvrir, on peut les couvrir.
mourir. Pour ne pas dégager des Voilà. bactéries. Et donc, il nous reste le troisième compartiment, c'est pour les plats cuisinés, donc pas trop frais. Les restes. Voilà. Donc, entre 4 et 6 degrés, c'est pour les plats, les restes. Voilà, les restes de la maison. Ensuite, on va préparer notre alimentation. On va cuisiner. C'est pas des restes, Voilà, le surplus. Voilà, c'est le surplus. On va préparer, donc les règles d'hygiène doivent être... Donc la femme algérienne déjà a les réflexes d'hygiène. Hein. Elle se lave fréquemment les mains, elle enlève les bijoux avant de pétrir, elle nettoie son plan de travail, elle ne rebouche pas avec la cuillère qu'elle a utilisée, elle ne la remet pas dans la marmite. C'est des réflexes qu'il faut accentuer. C'est déjà de bons réflexes que nous avons de base. Alhamdoulilah. Voilà. Donc on continue. C'est juste des réflexes, peut-être parce que de cause scientifique. Par exemple, la contamination croisée, quand elle utilise un couteau pour couper la viande et les aliments crus, elle ne le sait pas, mais si elle le sait, c'est bon. Elle va laver le couteau, elle va utiliser des planches à couper différentes pour les légumes et pour les viandes. Donc tout ça, lors de la préparation, il faut le respecter. Il faut bien cuire les aliments, il faut bien réchauffer les aliments décongelés. Il ne faut jamais recongeler un produit décongelé, ça on le sait. Oui. Et même la décongélation, il y a une méthode pour la faire. On ne peut pas décongeler à l'air ambiant. Il ne faut jamais décongeler, surtout la viande, à l'air ambiant, bien devant une source de chaleur, parce que ça risque de réactiver les microbes qui existent dans la viande. Donc et dans le réfrigérateur décongelé. dans les réfrigérateurs. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un menu hebdomadaire. Elle sait, elle est planifiée que demain elle va cuisiner avec sa viande. La veille, elle va retirer sa viande, elle va la mettre dans le réfrigérateur et elle va cuisiner. Si elle est pressée, on peut bien sceller dans un sac la viande et la mettre dans de l'eau froide, mais jamais à l'air ambiant. Ou bien directement dans la cocotte, ça c'est le choc thermique. On ne va pas profiter ni du goût, ni de la qualité nutritionnelle. C'est vrai, absolument. Il y a de plus en plus dans le cursus scolaire ce type de cours qu'on donne aux enfants. Exactement, Nous donc dans le assistons niveau nos collègues primaire, oui. du ministère de l'Éducation à cet effet. Et je lance un appel à tous les enfants qui sont en vacances de former leurs parents à partir des cours qu'ils reçoivent à l'école. Pourquoi pas, effectivement. Et nous avons un cours aussi qui a été adopté et adapté par le ministère de la Formation professionnelle avec la coordination du ministère du Commerce. C'est la formation de tous les métiers de bouche. Et là, nous avons un cours méthodique que nous avons développé avec des experts et qui est dispensé aujourd'hui à travers le tissu de la formation professionnelle que je salue au passage. Non, mais l'enfant, vous savez que l'enfant est un acteur qui est très très important. Oui. Parce qu'aujourd'hui, chez nous, dans nos familles, l'enfant, il participe même à la décision. Même pour n'importe quel achat. Maintenant, même pour acheter un véhicule, les enfants, ils se mettent. Alors que dire que d'aller choisir quoi manger? En général, maintenant, il faut qu'on se dise cette vérité. Parfois, c'est les enfants qui choisissent. Oui, parfois, donc, très souvent. Il est très important. Et c'est ce qu'on fait dans notre association. Donc, dans nos campagnes de sensibilisation, c'est vrai qu'elles sont destinées beaucoup plus pour les jeunes, mais aussi pour les enfants. Parce que ces enfants, ils vont devenir rapidement jeunes. Et la transition entre enfants et jeunes, c'est là où on prend des comportements un peu mauvais dans la consommation, mais aussi parce que c'est les enfants qui commandent. Donc, c'est les enfants qui influencent, c'est des influenceurs dans les familles, et c'est très important. Donc, je viens d'apprendre que cette année, elle sera consacrée à travers la Ligue arabe. Donc, il y a énormément de travail. Et là, les écoles, les crèches doivent faire un grand saut dans le travail de sensibilisation en introduisant des cours dans l'éducation civique. Dispensés aussi, on dispense des cours dans ce sens. Des cours, mais qui devra être des vrais cours qui reviennent chaque année, sur lesquels on examine l'élève, on pose des questions. Donc il y a le devoir, la composition sur ce cours, parce que en tout cas c'est un investissement pour la santé publique et pour l'économie nationale. Parce que moi je lis toujours l'économie à la santé, quand on est malade, on n'est pas productif et on consomme plus de médicaments, et on doit construire plus d'hôpitaux et les équiper, etc. Donc c'est très important. En parlant de médicaments, on va tout de suite... Pardon, allez-y. On aimerait aussi voir des spots publicitaires. Oui, effectivement. Parce qu'on est passé d'une télé où il y avait plusieurs spots qui passaient sur les intoxications. Oui, il y avait beaucoup. Il ne faut pas consommer la viande. Moi, je me rappelle moi-même. Et c'est l'INSP qui a élaboré pas mal de ces spots-là.
a une télé, son spot de prévention contre les intoxications alimentaires. L'INSP doit revenir à sa mission originelle. Voilà, c'est très mémorisable dans nos têtes. C'est vrai que c'est plus facile, et surtout quand c'est redondant et tout, ça finit par rentrer dans l'esprit plus compliqué. Quand on est enfant, maintenant, nous sommes des adultes consommateurs un peu plus. C'est la contrainte coût aussi. Au ministère du Commerce, nous avons réalisé 5 ou 6 spots, mais aujourd'hui, ça coûte les yeux de la tête. Et je m'excuse de le dire, les réseaux sociaux ont remplacé aussi cette tendance. Parce que vous avez là des chaînes YouTube qui peuvent, ou des influenceurs qui peuvent apporter un message et qui touchent une population extraordinaire. Voilà, nos experts en protection du consommateur avec les pays membres de la Ligue arabe, l'Algérie est devenue un pays référence en matière de protection du consommateur. Pas mal de nos acquis ont été adoptés à travers un guide qui va paraître pour 2023. Et c'est une année pour les pays arabes qui sera décrétée année de l'enfant consommateur. Même pour l'Afrique, hein. Il y a beaucoup d'associations dans plusieurs pays d'Afrique qui sont en train de nous suivre et qui veulent être des partenaires et qui prennent même de nos flyers. Vous servez d'exemple. Oui, non, mais ils les utilisent chez eux, ça nous fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et puis, parce que on est aussi humain, c'est humanitaire. C'est humanitaire. Donc, mais pour rester un petit peu dans l'intoxication alimentaire, je dirais aussi que ces boissons sucrées. Ah, les boissons sucrées, c'est une autre histoire. Ces boissons qu'on expose au soleil, qu'on transporte sous le soleil, sous la chaleur, c'est aussi de l'intoxication alimentaire. Par les microplastiques. Je ne pourrais pas. J'ai en face de moi l'INSP et le ministère du Commerce. Donc l'INSP, le ministère du Commerce. Aussi qu'on va pendant le Ramadan dans des sachets. Je voudrais d'abord faire rappeler qu'on a été partenaire en 2018 pour lancer cette grande campagne de sensibilisation pour réduire le sucre, le sel et matières grasses. Chose qui a été faite pour le ministère du Commerce. Un texte vient de paraître où le sucre a été drastiquement réduit dans toutes les boissons, hein, pas seulement les boissons. Et on doit arriver à 100 grammes, à moins de 100 grammes par litre. Là, on s'est placé au niveau international. Il y a le grammage qui est fixé réglementairement. Il y a une année transitoire et bien sûr, le cap, c'est les 100 grammes. 100 grammes. Pour le sel, la même chose et pour les matières grasses. On utilise beaucoup de sel. Il faudrait qu'on reparle de ça. Pardon, on doit passer à la rubrique We Share. Donc on regarde les jingles et tout de suite, on revient. Donc, Wahida, bonjour. Rebonjour. On parle d'intoxication, c'est un sujet qui nous parle à tous. On a bien précisé qu'il faut toujours aller consulter, aller voir un médecin parce qu'on ne peut pas jouer avec ça. On peut mourir et avoir des troubles neurologiques à cause d'une intoxication, n'est-ce pas, docteur? Et on a toujours des petites astuces à utiliser pour soulager. Je dis bien pour soulager, non pas traiter les intoxications à la maison. On a tous des petits produits qu'on peut utiliser ou que nos grands-mères utilisaient. Je commence par l'argile blanche. Je pense que vous avez tous vu déjà un de vos parents ou grands-parents qui l'ont déjà utilisé. Mais moi, dans ma tête, je pensais que c'était ça ressemble à un médicament qu'on utilise beaucoup en ce moment. Voilà, exactement. L'argile blanche, donc, qui permet de lutter contre la déshydratation. En fait, ce qu'il faut faire, c'est prendre une petite cuillère à café, un verre d'eau, le diluer et le boire 2 à 3 fois par jour durant 3 jours. Enfin, 3 jours, on ne dépasse pas les 3 jours, sinon ça devient toxique. Voilà, et on va souffrir d'intoxication, ce qui va être encore doublement douloureux. On a aussi le gingembre. Vous avez tous utilisé le gingembre auparavant pour la digestion ou pour la détox, oui. La détox aussi. Donc voilà, le gingembre, il est excellent pour, encore une fois, soulager les intoxications. On peut le prendre en tisane. On fait bouillir un peu de gingembre frais de préférence. On rajoute une petite cuillère de miel pur. Attention, n'utilisez pas le miel qu'on trouve dans le commerce. Voilà, c'est du sucre interverti. Hein. Voilà. C'est pas du miel. Voilà, c'est exactement. Donc on va en parler encore une autre fois, un autre jour. Et vous prenez dans un verre, un grand ou petite tasse. C'est à vous de voir parce que le gingembre il est un peu piquant. C'est fort, c'est piquant, oui. C'est très fort, mais il est très efficace. On peut le prendre 2 à 3 fois par jour. Ça dépend de nous, de notre état. Et encore une fois, on ne dépasse pas les 3 jours parce que si on va dépasser les 3 jours, on va
créer d'autres problèmes. Pour les personnes courageuses qui peuvent croquer un bout de gingembre, donc il est encore doublement plus efficace et plus rapide. Donc au lieu de prendre en tisane 3 fois par jour. Tu as bien fait d'avoir dit courageuse. Oui, hein. courageux. Moi, la tisane, je peux pas. C'est ça que j'ai bien précisé. En tisane, j'ai du mal. Il y a aussi un autre aliment qu'on a tous pratiquement chez nous, qu'on le consomme beaucoup en Algérie. Il s'agit du thé vert. On a tous une petite boîte, ou que ce soit frais ou séché, on le conserve à la maison. Le thé vert, il est très efficace. Pourquoi? Parce qu'il va nous pousser à encore boire un peu plus et on va s'hydrater. Parce que lorsqu'on a une intoxication, on a des problèmes de déshydratation, n'est-ce pas, docteur? Donc on nous conseille toujours, les médecins nous conseillent de beaucoup boire, n'est-ce pas? Oui, il faudra parce que il contient des antioxydants et tout. Oui. Voilà, donc c'est un calmant. Exactement. Donc, il nous permet de maintenir une bonne hydratation, apaise le système digestif. Donc, ce qu'on pourrait faire, une petite infusion, tout simplement prendre du thé ou même de la menthe fraîche. La menthe, oui. La menthe. Encore mieux. Oui, encore mieux. Elle est plus efficace, exactement. D'ailleurs, nos grands-mères les prenaient souvent le soir avant de dormir. Surtout en cas de gonflement et de problème de côlon, il est très efficace. Exactement. On a la réglisse. Ah oui, Arxos. Je connais. Voilà, que ce soit en bonbon ou bien en petit bâtonnet. Donc, pour diminuer l'inflammation et calmer les symptômes d'intoxication. Donc, on peut consommer comme un bonbon, tout simplement le croquer, comme on a l'habitude de voir les hommes qui l'utilisent un peu pour se nettoyer les dents. Mais il est très efficace pour la digestion, l'indigestion. Il y a aussi un fruit qu'on a presque tous chez nous, la banane. Tiens, banane. Oui. N'est-ce pas? Oui. Même comme remède, si vous allez au médecin, il va vous prescrire des bananes. Oui. Elle est bien pour les intoxications alimentaires. Donc, elle peut équilibrer la flore intestinale. Elle est riche en potassium et magnésium. Elle est idéale pour préserver les bonnes bactéries intestinales et lutter contre l'infection. Elle est très riche en prébiotiques. Parce qu'il existe les probiotiques et les prébiotiques. Oui. Donc, les probiotiques, c'est tout ce qui est microbiote intestinal. Et donc, la nutrition, les nutriments de ces probiotiques, ce sont les prébiotiques, tout ce qui est fibres. Donc, notre tube digestif ne digère pas les fibres. Oui. On les dégage, mais ils sont utilisés comme nutriments pour les probiotiques qui sont les bactéries bénéfiques. Donc, la banane est très riche en prébiotiques. Très bien. Donc, est-ce qu'on la prend après avoir pris le médicament ou avant le médicament? Parce que là, ça dépendrait du médicament. Alors, si on prend des antibiotiques, il est préférable de la prendre, l'accompagner avec la banane. Parce que les antibiotiques, ils peuvent altérer notre flore intestinale. Donc, pour l'enrichir, on va donner des nutriments qui sont les bananes pour enrichir la bonne flore. Très bien. Il y a aussi le charbon végétal. Oui, voilà. Connu, on peut soit le prendre, le diluer dans de l'eau ou tout simplement le consommer directement, mettre la cuillère à la bouche. Et il est... Mais ne pas dépasser 1 gramme. Voilà. Et de préférence avant l'alimentation, une demi-heure ou bien. Voilà. Est-ce qu'on le prend le matin dès qu'on a le petit mal-être ou malaise Oui, le matin, mais il faut manger après. Pas après avoir mangé, l'essentiel. Il faut commencer par le charbon, ensuite manger. Très bien, parce que parfois on a tendance à se dire tiens, j'ai mangé, je me sens pas bien et tout, je vais prendre du charbon. Ça sert à rien. Après avoir mangé, ça sert à rien. Le charbon va se lier à l'alimentation qu'on a mangée. Donc il faut avoir le. Il va être éliminé. En fait, il vaut mieux le mettre à l'avant. Voilà. Dans les stocks. Pour éliminer. Voilà. Très bien. Et pour finir, Qui n'a pas eu chez lui? L'armoise. Que ce soit en boisson ou bien en plante tout simplement. Tout à l'heure, notre maquilleuse, elle m'a parlé d'une astuce que chez elle utilisait. Sa famille, quand il prépare des repas lourds, on est bien connu par des repas lourds, donc il rajoute dans une c'est notre accompagnement. Voilà, ils le mettent dans une bouteille d'eau et ils le servent juste après les repas. Donc ça sert énormément. Est-ce qu'on doit le bouillir ou pas? Parce que j'ai vu... Non, le laisser juste dans une tasse d'eau froide. Dans une tasse d'eau froide et le laisser infuser le 24 heures. Il y a aussi la tisane de citronnelle aussi. Est-ce que les efficaces, justement, en fait, les avis sont un peu... moi, on me dit que c'est très efficace. J'ai lu, il y a des avis qui disent le contraire. Ils disent qu'elle crée encore plus d'acidité. Moi, je sais pas, peut-être, docteur, vous pouvez nous dire. Elle est bien, elle est calmante aussi. Et quand même, en ce moment, on peut l'utiliser, mais ne pas exagérer. Exactement. C'est pas en fait comme la menthe. La menthe, on peut... La menthe, par contre, il ne faut pas la bouillir. Il
C'est comme dans le thé, par exemple, on prépare le thé et on met à la fin quelques feuilles de menthe fraîches, infusées. Parce que si on va la bouillir, elle va devenir un hypotenseur. C'est un excellent hypotenseur. Pour les gens hypertendus, ils peuvent le prendre, ils peuvent prendre la menthe en tisane, mais en cas d'intoxication, ou bien pour les enfants, pour les endormir et tout, il vaut mieux le mettre en infusion, quelques feuilles de menthe fraîche, d'eau chaude, bien de tisane chaude, d'autres tisanes. Je pense qu'on oublie la pomme, la carotte et la graines carotte, de oui, fenouil. je suis d'accord avec vous, ce Colli. La carotte aussi, c'est excellent. La carotte, est-ce que c'est vrai qu'on doit consommer plus de soupe, que ça va plus nous aider? Exactement. Voilà, que des repas. Des repas hydratants, des aliments hydratants. Il faut éviter tout ce qui est cru. Et pourtant, on se dit, si on a comme ça, on va dire une diarrhée, on se dit éviter les aliments. Mais soupe préparée à base de carottes, c'est excellent pour retenir. Il y a aussi un soda qu'on nous conseille souvent. Moi-même, j'ai fait l'expérience en. Pas de marque, s'il vous plaît. Non, pas de marque. On ne parle pas de ça parce qu'on parle de sucre en même temps. Est-ce que ça marche réellement, c'est effet placebo? En fait, on le conseille pour récupérer la déshydratation. Parce qu'avec la perte d'eau qu'il y a avec les diarrhées, il y a les pertes des éléments minéraux, le potassium et tout. Oui. Et donc, carrément prendre de l'eau minérale gazeuse. Mais moi, je ne conseille jamais ça. Il ne faut pas conseiller ça parce que le mal que va apporter cette soda pèse beaucoup plus que le petit bienfait qu'elle va donner. Donc, on prendra de la boisson, de l'eau minérale gazeuse. Avec les sels de réhydratation. On peut les trouver déjà le médecin, il va nous les prescrire. Surtout pour les nourrissons, il faut les avoir comme médicaments d'urgence à la maison, les sels de réhydratation. Pour les adultes, surtout les âges extrêmes, aussi les personnes âgées, il faut avoir les sels de réhydratation. C'est la meilleure façon de réhydrater le corps et non pas... c'est vrai que cette soda contient du potassium. Donc, mais quand même, on rappelle, ce sont des remèdes naturels qui peuvent soulager et tout, mais il faut toujours... il faut consommer avec modération déjà de une. De deux, c'est pas un traitement, c'est pour soulager. Il faut toujours aller voir sans médecin. Et ces petits, je dirais que des petites recettes de grand-mère, c'est pour nous soulager et peut-être nous faire du bien. De toute manière, une tisane, ça fait toujours du bien. Si on n'exagère pas, parce qu'encore une fois, on a pris juste l'exemple de la menthe. On se dit c'est un aliment qu'on a l'habitude d'utiliser tous les jours, même s'il est mal consommé, il peut se transformer en toxique. C'est du cas par cas. Chaque cas a besoin d'un type de remède spécial à son cas. Exactement. Il faut aller voir. Moi, je dirais qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Parce que finalement, guérir même naturellement, ça coûte cher. Ça coûte. Oui, on parle de banane, ça coûte cher, la banane. Il n'y a pas d'ordonnance, il n'y a pas de remboursement. Et on a oublié la carotte, on a oublié la pomme, il vaut mieux le riz, l'eau du riz. Il n'y a que la menthe qui, elle, ça va. Ça reste le chih qu'on a partout, alhamdoulilah. Non, mais il vaut mieux prévenir. Et c'est pour cela qu'on voudrait que des consommateurs deviennent réellement des conso-acteurs. Il faudrait que chacun assume ses responsabilités là où il est. Quand on dit consommateur, même les pouvoirs publics, c'est des consommateurs. Bien sûr. Les commerçants sont des consommateurs. Donc, faisons de sorte à ce qu'on n'ait plus cette image où en Algérie, on tombe malade à cause d'intoxication alimentaire causée par des problèmes d'hygiène. Ça ne ressemble pas. Ça ne ressemble pas, c'est défaut d'hygiène. Donc, on devrait quand même progresser tous en même temps. Donc, à chacun d'assumer ses responsabilités. L'agent du contrôle, il doit d'abord voir tous les consommateurs qui vont consommer chez ce commerçant et qui risquent de mourir pour éveiller en lui cette conscience et dire que le consommateur ne doit pas avoir pitié vers ce commerçant. Vers ce commerçant, exactement. Parfois, ils nous disent, mais j'ai fermé. Non, je préfère être dur, sévère avec le commerçant, lui fermer pendant une semaine ou 15 jours ou un mois, que de prendre le risque de tuer un consommateur. Donc là, on doit tous assumer nos responsabilités. Et évidemment, nous rentrons en 2023, et je voudrais que dans toutes les familles, d'abord bonne année à tous, et dire qu'on doit prendre cette résolution collégiale, familiale, ensemble. Il y a aussi on doit changer nos comportements, on doit changer. Parce qu'il n'y a pas que les intoxications, il n'y a pas que les produits ou que l'hygiène, il y a notre mode de consommation. Tout à fait. Notre mode de consommation, que maintenant on est arrivé à un moment, on doit le remettre en cause et ne plus dire non, nos ancêtres, nos grands-pères. Non, c'est un mode de consommation qui nous rend malades, on gaspille beaucoup. On n'encourage même pas l'investissement.
parce qu'on est toujours sur des axes de consommation vers des produits, on fait pression sur les mêmes produits en même temps. Partout en Algérie, on mange la shawarma à Tamarasset et on en mange à Alger, hein, donc c'est pas normal ça. Donc cette pression qu'on fait, ce mode de consommation fait que nous ne sommes pas très responsables. Donc nous appelons pour 2023. Donc l'appel est lancé. Non, l'appel est pour lancé une pour année, 2023. une année pour être responsable de notre consommation, responsable par rapport à la santé, par rapport Monsieur à l'économie. Mnouar, il y a aussi autre chose qu'on peut faire soi-même. Ça va prendre quelques minutes, c'est préparer son propre déjeuner et l'amener soi-même. Oui. Que ce soit pour nous adultes ou même pour nos enfants. Prendre quelques minutes en cuisine, faire quelques achats à la pour veille. midi, il y a des boîtes maintenant qui sont conçues pour ça, qui sont commercialisées. On peut mettre les surplus, pas les restes du soir, dans une boîte, les prendre avec soi. Un petit fruit, une boisson gazeuse. Voilà, et être plus tranquille. Très bien, écoutez, ce fut un plaisir de vous recevoir. Donc on arrive au terme de notre émission. Il a eu le dernier mot. Le dernier mot. Déjà tout à l'heure, Monsieur Kouli, vous voulez dire un dernier mot? Non, le dernier mot, c'est beaucoup plus ce mode de consommation, cette culture de consommation. Nous sommes condamnés à changer de comportement parce que les intoxications, c'est le comportemental beaucoup plus. Les pouvoirs publics sont là pour faire leur travail, certes, mais le consommateur doit aussi... cette prise de conscience aujourd'hui est liée. Nous aurons beaucoup de bonnes choses en 2023, Inch'Allah. Le consommateur aura le droit de choisir ses fruits et légumes. Il va y avoir un texte pour catégoriser ces produits. Beaucoup moins de sucre, beaucoup moins de sel et beaucoup moins de gras. Très bien. Donc, Madame Kartoubi, un dernier mot pour vous? Alors, je rejoins l'avis de mes collègues. Le consommateur doit être plus conscient et je m'adresse exactement à la maman. Parce que si c'est nous, les professionnels de la santé, qui sont responsables de protection de la santé publique, à la maison, la maman, c'est la protectrice. Donc, avant de prendre n'importe quelle action, pensez, maman, pensez à vos enfants. Quel est le coût de cette action quand vous achetez chez les fast-food ou vous manipulez mal votre aliment? Restez raisonnable. Restez raisonnable. Il faut penser. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Wahida aussi d'avoir été avec nous et nous avoir parlé de ces premiers. Oui, bien entendu. Rendez-vous demain. Donc merci à vous tous. On arrive au terme de notre émission. Je vous dis merci et à demain, Inch'Allah. Au revoir.